Du coup, bonjour à tous. En tout cas, on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour la conférence métier sur les métiers de la tech. Moi, c'est Amina Khalil. Je serai pour cette conférence métier accompagnée donc de Béatrice qui va vraiment animer donc la conférence et puis donc de Brita qui elle donc est notre intervenante, donc celle qui travaille dans la tech et qui du coup va pouvoir expliquer son parcours, etc. Mais surtout, et le truc le plus important, c'est répondre à vos questions. OK? Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, on est entre nous. C'est pas une conférence métier où on parle et puis vous écoutez, on est passif. Non, je veux vraiment que ce soit un moment d'échange. Et donc, du coup, c'est vraiment l'occasion pour vous de poser toutes vos questions. D'accord? Dites-vous un truc, c'est qu'il n'y a pas de questions bêtes, mais vraiment, il n'y a pas de questions bêtes. S'il y a un truc, voilà, qui vous passe par la tête, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris ou n'importe quoi, surtout vous posez vos questions. Donc là, comment vous allez poser vos questions? On vous a bloqué en fait les micros parce que sinon après ça devient un peu voilà. Donc on a bloqué les micros et quand vous avez une question à poser, donc il y a la petite main levée tout en bas ici sur Zoom, vous pouvez lever la main. Dès que vous levez la main, nous on le voit, d'accord? Et donc du coup on vous ouvre l'accès au micro et donc vous pouvez poser votre question, ok? Si jamais vous voulez aussi faire des petits commentaires et tout ça dans le chat, n'hésitez pas, mais l'idée, c'est vraiment de lever la main et essayer de poser vos questions. OK? Donc voilà, moi je compte sur vous. Vous essayez d'être là. Et puis du coup, je vais laisser Béatrice et Brita se présenter. Voilà. Béatrice, on t'entend pas, tu as coupé ton micro. Bonjour à tous, moi c'est Béatrice. Donc merci Amina de m'avoir accueillie et proposé ce webinaire. Donc notre invitée aujourd'hui c'est Brita Yaro. Donc Brita, elle est diplômée de l'Epitech, qui est une école de la tech, et elle va nous raconter son parcours, comment elle est arrivée à faire ce parcours. Et aujourd'hui, elle est à son compte. Elle est développeuse web. Donc je vais la laisser se présenter. Ce qu'on vous propose avec Amina, c'est de poser évidemment ce qu'elle disait en préalable de ce webinaire métier, vos questions. Donc Brita va se présenter, va raconter son parcours. Et à tout moment, n'hésitez pas à vous manifester si vous avez des questions. Donc Brita, bienvenue dans ce webinaire et je te laisse te présenter. Alors du coup, moi c'est Brita Yaro. J'ai 23 ans et je viens tout juste de finir mes études. J'étais du coup à Epitech, qui est une école d'informatique et surtout de tech en général, ce que vous allez voir plus tard dans la présentation. La tech, ça englobe vraiment beaucoup de métiers. Et donc du coup, dans cette école, vous allez pouvoir un peu toucher à tout. Et du coup, je viens de finir mes études et je suis maintenant à mon compte parce que du coup, quand on finit une école d'informatique, il y a plusieurs voies qui s'offrent à nous et on peut soit travailler en entreprise ou être à son compte. Donc voilà. Donc du coup, on va commencer la présentation, les voies vers les métiers de la tech. Donc surtout, n'hésitez pas à tout moment de poser des questions. Vraiment, on n'est pas énormément, donc pas de timidité ni rien. Moi, avec grand plaisir, je répondrai à tout. Il n'y a pas de questions débiles surtout, donc n'hésitez pas. Je te laisse démarrer, Béatrice. Non? Bon, on va y arriver. Super. Ok, du coup, je poursuis. Donc, du coup, je suis plus précisément développeuse mobile. Donc, un développeur mobile, c'est la personne qui va tout simplement coder les applications que vous avez dans votre téléphone. Donc, YouTube, Instagram, TikTok, toutes les applis que vous utilisez au quotidien a été en amont codées par quelqu'un ou même un groupe de personnes. Et du coup, moi, je fais ça en freelance. Donc, ça veut dire que depuis chez moi, des clients me contactent, des entreprises, et me demandent à ce que je crée leur application mobile. Donc, du coup, je pars d'un master à l'école Epitech avec la spécialité réalité virtuelle. Il y a énormément de spécialités à Epitech, ça c'est vraiment cool. Et du coup, il y en a forcément une qui touche à une passion ou quoi. Et moi, c'était la réalité virtuelle. Donc, c'est tout ce qui va être la 3D dans les jeux vidéo,
tout ce qui va un peu sortir de ton écran, entre guillemets. Donc voilà, c'est une branche un peu du futur. C'est pas encore très connu, la réalité virtuelle, mais bientôt, dans quelques années, vous allez voir qu'il va y avoir énormément de jeux vidéo qui vont se jouer avec des casques VR et tout ça. Et donc du coup, j'ai beaucoup étudié cette branche-là. Et ensuite, pour finir, moi de mon côté, j'ai mon application mobile qui tourne donc dans l'App Store et le Google Play, que j'ai moi-même codé, et qui compte 30 000 téléchargements. Donc l'application, c'est Perfect Spot, c'est une application qui te trouve un restaurant dans Paris en se basant sur ta personnalité. Donc tu réponds à des petites questions qu'un petit personnage te pose, et à la fin, grâce à un algorithme et une IA, l'application te trouve le restaurant parfait pour ta sortie. Donc voilà. Alors moi, j'ai déjà une question. Donc, vous voyez, moi aussi, je pose mes questions. Non. Moi, j'ai toujours cru que l'Épithèque, c'était une école d'ingé. Enfin, c'est vraiment une question. Du coup, c'est une école d'ingé, l'Épithèque, ou pas? Alors non, c'est une école d'informatique. Il y a une variante entre les écoles d'ingé et les écoles d'informatique. Une école d'ingé, il va vraiment avoir... ça va être une continuité du lycée. Donc, tu auras encore des maths, de la physique-chimie, plein de choses comme ça. Tandis qu'une école d'informatique, ça va vraiment être axé sur l'informatique. Donc, tu ne vas faire que ça. Donc, il faut vraiment aimer l'informatique pour le coup. Mais tu vas... Bonsoir, Epitech est une école payante. C'est aussi une très bonne question. Donc, du coup, à Epitech, tu vas avoir plutôt... on va t'apprendre vraiment à coder. Tu vas avoir un peu de maths, mais c'est optionnel parce que dans l'informatique, tu n'as pas vraiment besoin, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, tu n'as pas besoin d'être calé en maths. C'est plutôt de la logique. Donc, c'est plutôt la manière dont tu réfléchis. Donc, évidemment, si tu es fort en maths, ton cerveau va déjà réfléchir d'une certaine façon. Mais moi, personnellement, je n'étais pas la plus douée en maths. Et du coup, j'ai choisi Epitech parce que c'est une école où il n'y avait pas vraiment de mathématiques. Donc, voilà. Du coup, je faisais vraiment que de l'informatique. Par contre, si tu fais une école d'ingé, là, ça va être le tronc commun d'informatique. Tu vas avoir un peu d'informatique, mais pas autant qu'en école d'informatique. Donc, les maths, tu auras encore du français, de l'anglais. Vraiment, c'est une continuité du lycée, mais vraiment plus poussée. Donc, voilà, deux variantes. À première attention. Et ensuite, pour répondre à la petite question, oui, Epitech, de base, c'est une école payante. Je dis de base parce qu'il y a plein de petites astuces pour pas avoir à payer sa scolarité, mais il faut les connaître. Donc, Epitech, à ma connaissance, les prix, on est à peu près sur quand même 8K l'année, donc à peu près 8 000 €. C'est pas donné à tout le monde. Moi, je sais que du coup, j'ai payé seulement mes 2 premières années parce qu'après, j'ai fait de l'alternance. Donc, c'était mon entreprise qui payait mon école, heureusement. Donc, finalement, j'ai eu à payer seulement les 2 premières années. Mais maintenant, il y a plein de petites aides que Epitech met en place pour pouvoir faire sa scolarité sans avoir à payer selon ta situation. Par exemple, je ne sais pas s'il y a beaucoup de filles là sur La Réunion, mais Epitech offre chaque année à, il me semble, 25 filles les 5 ans de scolarité. C'est génial. Donc, du coup, ils font ça pour qu'il y ait un peu plus de filles dans l'école et qu'il y ait plus de filles dans la tech, parce que malheureusement, la tech, c'est un métier très masculin. Donc voilà, c'est un petit bonus si vous êtes une fille. Il y a moyen que vous ne payez pas votre école si vous faites partie des 25 chanceuses. Ensuite, vous pouvez aussi travailler à Epitech en étant scolarisé là-bas. À partir d'un moment dans votre scolarité, si vous avez un bon niveau, vous allez pouvoir devenir Aztec. Aztec, c'est des étudiants qui se débrouillent bien et qui vont aller aider d'autres étudiants et vont être payés. Donc, il me semble, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est payé à peu près 600 € par mois. Donc, non seulement tu es à l'école, donc tu continues ta scolarité, et en plus, tu travailles en même temps pour l'école, et c'est plutôt cool parce que tu aides des étudiants, hein, donc c'est pas vraiment un taf comme caissier ou quoi, c'est vraiment un taf assez simple. Donc ça peut aider. Et ensuite, il faut pas oublier qu'à Epitech, dès ta 2e année, tu es déjà en stage, tu commences les stages, donc ça aussi, ça peut être une aide pour payer ton année. Il y a 2 questions qui sont super, mais on va y répondre avec le parcours académique, d'accord? Du coup, oui, les parcours académiques traditionnels. Donc, le mieux, c'est de commencer avec son bac. Je sais que dans quelques écoles, comme par exemple l'école 42, je pense que le bac n'est pas indispensable.
Mais l'idéal, c'est d'avoir son bac. Maintenant, quel type de bac? Tout dépend de l'école que vous faites. Par exemple, si vous faites Epitech, vu que c'est une école informatique et qu'il n'y a pas besoin en amont d'avoir de grosses connaissances en maths, avec n'importe quel diplôme, vous pouvez accéder à Epitech. Par contre, si vous voulez aller à l'université, donc tout ce qui est licence, BTS, DUT, là, évidemment, va falloir un bac et pas n'importe lequel. Il va falloir que vous ayez au moins un minimum de mathématiques et de sciences dans votre baccalauréat. Donc voilà, parce que dans ces parcours-là, il va y avoir des cours de maths, des cours de sciences, et vous allez être complètement perdu si vous n'avez pas en amont suivi des cours de maths ou de physique-chimie ou quoi. Donc voilà, donc si vous voulez faire une licence, un BTS, un DUT, un bac avec au moins une filière scientifique, au moins une matière, c'est très important. Ensuite, après la licence, le BTS ou le DUT, vous allez pouvoir poursuivre vers un master. Donc le master, si vous allez par contre en école d'ingé ou en école d'informatique, c'est directement dans la formation, donc vous allez forcément faire votre bac plus 5. Mais par contre, si vous étiez à l'université, vous pouvez vous arrêter à votre licence, mais c'est pas très conseillé, il vaut mieux faire le master. Mais voilà, c'est un peu tout ce que vous pouvez faire. Après, il y a aussi d'autres parcours un peu moins connus, qui sont dans la slide d'après, il me semble. Voilà, c'est des formations beaucoup plus intensives où là, il faut être vraiment motivé. Et c'est des formations que je trouve cool pour les personnes qui ont du mal avec l'école. Donc, par exemple, les bootcamps. Les bootcamps de code, ça va être une période pendant des fois quelques semaines, plusieurs mois. Donc, tu t'inscris à une sorte de petite formation assez intensive où on va t'apprendre à coder tous les jours. Donc, par contre, c'est vraiment intensif. C'est vraiment toute la journée, tu ne vas faire que coder. Mais au moins, en l'espace de 6 mois, tu vas rattraper les compétences par exemple, d'un développeur en informatique qui, lui, aurait eu au bout de 1 an ou 2 ans. Mais par contre, en bootcamp, tu vas faire que du code. Donc, par contre, tout ce qui est mathématiques et tout ça, tu vas pas avoir ça. Donc, à partir d'un bootcamp de code, tu pourras pas vraiment faire un master. Logiquement, le bootcamp, c'est pour rejoindre directement une école d'informatique, mais pas une école d'ingé ou pas l'université. Ou après un bootcamp, tu peux, selon ton âge, aller directement travailler. Parce que vu que le bootcamp, c'est intensif, tu vas avoir très vite les compétences qui sont demandées en entreprise. Donc, si tu as de la chance et que tu trouves une bonne entreprise qui accepte de te prendre assez jeune, tu pourras directement rentrer dans le monde du travail. Mais du coup, ça te fait sauter l'étape de l'école et donc tu n'auras pas forcément un bon diplôme. Donc, si tu veux viser une grosse entreprise comme Google, Apple, Facebook ou quoi, là, il te faut un bon diplôme. Donc, il vaut mieux faire une école d'ingé ou une école d'informatique. Du coup, Brita, il y a une question importante, c'est le master. Est-ce que c'est seulement pour se spécialiser dans un secteur ou seulement avec une licence, on peut devenir développeur? On peut devenir développeur avec seulement une licence ou même juste après un bootcamp. Donc, si après quelques mois, tu as les compétences qu'il faut. En fait, ce qui est bien avec l'informatique et surtout le développement, c'est que tout dépend de toi, ton apprentissage, comment tu avances. Tu peux très bien apprendre à coder seul chez toi et tu vas apprendre très vite et au bout de 3 mois, tu vas avoir les compétences d'un développeur qu'il faut en entreprise et tu pourras directement travailler. Ce qui est bien, c'est que c'est un métier très démocratisé. Donc, dans les petites startups ou les plus petites entreprises, on ne va pas forcément te demander un diplôme. Par contre, comme je l'ai dit plus tôt, ouais, si tu veux travailler en tant que développeur mais dans de grosses entreprises qui payent vraiment bien, là, va falloir, tout va se jouer au niveau du diplôme. Dans la grille des salaires et tout, donc dans tous les cas, si tu as juste une licence, au niveau de la grille des salaires, tu vas être moins bien payé que quelqu'un qui a un master. Mais du coup, ça rejoint aussi un peu la question sur l'école 42, qui est aussi intéressante parce qu'en fait, je ne sais pas si tu connais un peu le principe, Rita, de l'école 42. Je pense que c'est ici intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'école 42 a été créée par une personne qui travaillait à Epitech, en fait. Les deux écoles sont exactement pareilles. Du coup, pour m'être un peu intéressée à l'école 42 avant d'aller à Epitech, les projets sont les mêmes. On a les mêmes projets en même temps. Donc voilà, pour vous dire, des fois, quand on galérait un peu sur un projet à Epitech, on allait voir ce que faisaient les gens à l'école 42. Par contre, la différence, c'est que l'école 42, tu n'es pas du tout encadré. Donc, ça veut dire qu'il faut être très, très, très autonome parce que si tu rates, tu rates. À l'école 42, c'est pas vraiment des années scolaires,
À l'école 42, c'est plus, tu vas avoir des projets à peu près chaque mois, chaque 2 semaines et tout ça. Et en fait, si le projet, tu le rates et tu le valides pas, tu quittes l'école en fait. Tandis qu'Epitech, c'est beaucoup plus scolaire et pour le Cadré. si tu rates un projet, tu as des rattrapages. Si tu galères dans un projet, tu as des personnes de la pédagogie et tout qui vont venir t'aider. Si tu as des difficultés, par exemple, pendant que tu es en stage, tu as des difficultés avec ton entreprise, pareil, les Epitech vont venir t'aider, ils vont venir t'épauler et tout ça. Tandis qu'à 42, tu es un peu plus tout seul. Les seules personnes, en fait, à 42 qui peuvent vraiment t'aider, ça va être les amis que tu vas te faire pendant ton année scolaire. Mais tu n'auras pas quelqu'un de qualifié qui va venir regarder derrière ton PC pour voir ce que tu fais, pour te donner des conseils et tout ça. Donc, c'est un peu la variante. Et à Epitech aussi, en dehors de l'informatique, tu vas avoir, c'est pas vraiment des cours, mais des ateliers qui vont t'apprendre à faire un CV, à t'en sortir en entreprise, les problèmes que tu peux retrouver en entreprise. Soit à Epitech, on va plus te former à vraiment avoir un bon taf en entreprise, on va dire. Tandis qu'à l'école 42, on va plus se concentrer sur être un bon développeur. Mais voilà, tout dépend de ce que tu veux faire encore. Si tu veux rejoindre une bonne entreprise, je pense qu'Epitech, c'est mieux. Par contre, si toi, ton but, c'est surtout d'être développeur en freelance ou quoi, ou juste créer ta propre application, ton propre site web et tout, là, l'école 42, c'est cool. Donc, ça dépend un peu de ta personnalité aussi, si tu es autonome ou si tu préfères être épaulé. Alors, une des questions qui me parle aussi, pardon Béa, moi, quand je suis arrivée en école d'ingé, j'étais très nulle en codage, mais très très nulle. C'est-à-dire que vraiment, j'ai peur du codage. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui savaient déjà coder. C'est-à-dire qu'il y a des gens déjà chez eux jouer. Et d'ailleurs, ça rejoint cette question-là. Du coup, je sais qu'il y a des gens qui ont appris à coder en autodidacte. Il y a des plateformes, il y a des choses qui nous aident justement à le faire ou pas. Oui, oui. Alors maintenant, il y a énormément de tutos sur YouTube. En plus, maintenant, vu que l'informatique, c'est un peu plus mixé, il faut y retrouver des filles qui font des tutos, des gens un peu plus jeunes, un peu plus vieux. Il y a vraiment de tout, ça c'est cool. Le mieux, franchement, c'est vraiment d'apprendre le plus tôt possible, je trouve, pour travailler sa logique. Donc, si vous avez un peu de temps, si vous savez que vous voulez faire du développement et que vous avez un peu de temps après l'école ou quoi, c'est bien de commencer à se former maintenant parce qu'en école, en école d'informatique, des fois, il y a un peu de compétition, donc faut être paré, quoi. Donc, c'est bien d'avoir ces petites compétences. Moi, malheureusement, je l'ai pas fait. Donc, au début, j'ai eu des lacunes et à côté de moi, tu avais des personnes qui codaient depuis qu'ils avaient 8 ans, quoi. Donc c'est bien pour pas être paumé d'apprendre en amont, mais c'est pas dramatique si t'as pas appris de ton côté toute seule. De toute façon, t'es à l'école, t'es là pour apprendre. Mais c'est un plus si tu sais que tu veux être majeur de promo, c'est bien d'apprendre dès maintenant. Il y avait une question aussi, Amina, sur Ali qui demandait si quelqu'un n'est pas très fort en maths, peut-il faire des études de tech? Oui, après, tout dépend du métier que tu veux faire. Par exemple, si tu veux être data analyst, donc vraiment travailler sur des calculs, faire des statistiques et tout, forcément, tu vas être plus à l'aise si tu as un bon niveau en maths. Si tu veux faire un peu d'IA aussi, c'est bien de faire un peu de maths. Mais tout ça, c'est des lacunes que tu pourras rattraper en étudiant la tech petit à petit. Moi, vu que je fais du développement mobile, je ne me retrouve jamais à faire des maths. Genre vraiment jamais. Les seules fois où je touche un peu les nombres, c'est pour savoir à combien de pixels près mon bouton va être positionné ou voilà. Mais je ne me retrouve jamais, jamais à faire des maths. Euh, Beaucoup de gens pensent que dans la tech, il faut vraiment être fort en maths. Il faut être fort en maths si tu veux faire une école d'ingé, ça c'est sûr, pour suivre les cours. Mais après, une fois dans ton métier, tu vas pas avoir de maths du tout. Donc, c'est Une logique à avoir et une plutôt structure. une logique. Après, évidemment, c'est une aide. Si tu es fort en maths, ça veut dire que tu as déjà une bonne logique. Mais après, la logique, ça peut s'apprendre autrement. Mais une structure aussi, parce que je sais qu'à École 42, la fameuse piscine, l'examen qui fait qu'ils vont te prendre ou pas, pendant 5 semaines, tu dois suivre une méthodologie. Et en fait, ils regardent aussi ta capacité à travailler avec les autres et à interagir avec les autres. Parce que comme tu es en mode projet, c'est super important. Ils regardent vraiment ce critère, parce qu'il suffit pas juste d'être un geek ou dans son coin à coder et tout. Ils veulent vraiment des personnes, en tout cas pour l'école 42, c'est un de leurs critères, de savoir
travailler en projet et d'interagir avec les autres. Ça, c'est un des éléments clés de la sélection. Ça peut vous rassurer. Bah, du coup, je vous avais dit qu'Epitech et l'école 42, c'est le même programme. Du coup, c'est la même piscine au début de l'année, sur 8 semaines plutôt. Et ça peut vous rassurer, il y avait des gens qui étaient très forts en code, mais qui restaient dans leur coin, qui se mélangeaient pas trop, un peu timides et tout. Et en fait, ils sont partis parce que même si tu es très doué, dans des projets de groupe, si tu sais pas collaborer, discuter, avoir ce genre de compétences, bah, tu fais pas long feu, malheureusement. Donc vraiment, la capacité technique, ça fait pas toute ta scolarité. Mm. De rien. Du coup, on peut continuer, je pense, les compétences essentielles. Du coup, oui, on parlait de ça justement. Dans les compétences essentielles, il y a évidemment la programmation. Donc, ça, c'est bien de maîtriser au moins un langage de programmation, sachant que le métier évolue beaucoup. Donc, à chaque fois, le langage un peu à la mode, beaucoup utilisé dans les entreprises, va changer d'une année à une autre. Donc, quand tu apprends un langage, c'est pas celui que tu feras toute ta vie, mais c'est bien de se tenir à jour. Et souvent, dès qu'il y a un nouveau langage que Facebook sort, c'est bien de commencer un peu à apprendre parce que ça va être celui qui sera à la mode. C'est plutôt des tendances dans la tech. Si demain, par exemple, les jeux vidéo deviennent vraiment à la mode, bah, va falloir se mettre aux jeux vidéo. Est-ce que tu as un conseil, Britta, sur quoi, en fait, là, parce qu'on a quand même des collégiens, des lycéens, si là, ils veulent commencer à s'amuser, sur quoi qu'est-ce que tu leur conseillerais pour le code? Alors, pour s'amuser, c'est encore... Non, mais pour s'amuser, je veux dire commencer à manipuler, à jouer avec, quoi. Alors, le code le plus général et qu'on va retrouver un peu partout et qui, des années, n'a pas disparu, c'est vraiment le JavaScript. Je vous conseille vraiment d'apprendre le JavaScript parce que tous les autres langages qui se créent tous les jours, ils se basent un peu de la logique du JavaScript. Donc, le JavaScript, c'est le langage par lequel il faut commencer, selon moi. Donc, ils vont sur Internet, ils tapent JavaScript et puis ils peuvent avoir des trucs sur lesquels ils peuvent travailler. C'est ça, ouais. Tutoriel, JavaScript, court, facile. Il y a vraiment plein de choses et ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de... J'ai pas les sites en tête, mais il y a pas mal de sites où les cours, c'est des petits jeux, en fait. Donc, c'est sympa. On a une question de Younes qui demande comment peut-on apprendre le codage binaire? Oula, alors le codage binaire, Déjà, qu'est-ce que c'est le codage binaire déjà? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu codes une application, un site internet ou n'importe quoi, le code va être un langage un peu compréhensible par l'humain. Par exemple, si tu veux ajouter un texte, de toute façon, tout à l'heure, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble le code. Tu vas écrire texte, deux points, et tu vas mettre le texte que tu vas mettre. Tu veux que le bouton soit de couleur rouge, tu vas mettre button, point, red, voilà. Très compréhensible. Et en fait, ce bout de code, il va être converti en binaire pour que l'ordinateur comprenne ce que tu veux lui dire. Tu vois, par exemple, bouton égale rouge, l'ordinateur va pas comprendre. Donc, du coup, l'ordinateur va traduire ça en binaire, donc en 0, 1. L'ordinateur ne comprend que des 0 et des 1. Donc, du coup, tu vas jamais coder en binaire parce qu'en fait, le langage que tu vas apprendre, il va te permettre de te faire comprendre par l'ordinateur. Justement, on a inventé les langages de programmation pour ne pas avoir à coder en binaire. Donc, t'inquiète pas, ne t'occupe pas de ça, tu vas jamais avoir à faire ça. Je sais qu'au lycée, des fois, il peut y avoir des petits exos binaires, mais c'est juste pour travailler ta logique, mais jamais tu vas avoir à coder en binaire. Il y a, oui, il y a Python aussi en termes de langage, je vois. Python, c'est vraiment trop bien pour tout ce qui est IA. Et vu qu'on est en plein dans la génération IA, intelligence artificielle et tout, le Python, c'est cool. Un peu plus dur que le JavaScript, mais ça peut être un bon début. On peut commencer par Java et après Python. Exactement. Du coup, On était dans les trucs essentiels. Dans les autres compétences essentielles, il y a la résolution de problèmes, donc la capacité à pouvoir analyser un problème et le résoudre. C'est ce que vous allez avoir tout le temps en entreprise, donc c'est important. Le travail d'équipe, comme on l'a dit plus tôt, et l'apprentissage en continu aussi, comme je l'ai dit, comme les tendances changent à chaque fois, il faut s'adapter. Donc C'est là où je vais faire ma relou, du coup, résolution de problème. Oui, effectivement, il n'y a peut-être pas besoin de maths dans l'absolu parfois pour coder, suivant les trucs quand on est donc dans le développement. Mais en fait, j'insiste encore une fois, c'est que finalement,
quand on fait des maths, ça nous aide à développer en fait cet état d'esprit qui permet de résoudre des problèmes. Donc peut-être, c'est pour les embêter un petit peu, sinon. Évidemment. Il n'y a pas besoin de maths, c'est plein de tirer d'air. Attention, par contre, quand je dis pour avoir de maths, c'est plus tard dans votre métier. Mais en amont, pour comprendre comment marche le développement, il faut une certaine logique, comme je l'ai dit plus tôt. Et en fait, ne pas travailler ces maths, c'est un peu vouloir commencer l'informatique, mais en ayant une fracture. C'est que ça va être plus galère pour toi après, donc c'est quand même mieux. Mais juste pas de panique si vous n'êtes pas le meilleur en maths. Mais si vous comprenez un minimum et que vous arrivez à travailler votre logique, donc quand j'ai travaillé sa logique, c'est juste faire des problèmes de maths, résoudre un petit problème en maths sans que ce soit trop compliqué, bah c'est un plus, c'est un bonus. Ne vous mettez pas en galère pour rien. Non, mais je les connais, c'est des malins en fait. Ils vont s'arrêter sur. Il n'y a pas besoin d'être 10 maths, ils vont plus des maths. Attends. Et non, vraiment, honnêtement, c'est moi, je l'ai remarqué quand je suis arrivée en école d'informatique. J'étais en filière scientifique, du coup, je crois que vous n'avez plus les filières, vous, mais moi, j'étais en filière scientifique. Et les maths, c'était pas la matière où j'étais le plus douée. Mais je remarquais que à côté de moi, il y avait des personnes, par exemple, qui étaient en STMG, des filières où il n'y avait pas beaucoup de maths et qui galéraient un peu plus pour certaines logiques. Donc oui, ici, il va y avoir un écart si vous ne faites pas du tout de maths. Ce que je dis, c'est que les portes ne se ferment pas si vous êtes nul en maths, ça c'est sûr. Oui, il ne faut pas faire maths sup, maths p pour faire de la tech. Mais l'idéal, c'est d'avoir juste un niveau normal. Vraiment pas besoin d'être le premier de la classe. Enfin, c'est un plus, c'est premier, mais les portes ne vont pas se fermer si c'était maths, quoi. Très bien, Britta, merci pour ça. Est-ce que tu peux concrètement, je ne sais pas s'il y a encore des questions, regardez. C'est une bonne question. On a une question d'Amira. Après le bac, vous avez directement voulu intégrer Epitech ou vous avez hésité avec une autre école d'informatique? Mon côté, c'était un gros débat. Après bac, au début, je voulais faire une licence en informatique, mais j'ai vu que l'université, c'était un peu la continuité du lycée. Et moi, personnellement, la pédagogie de l'école, je l'aimais pas trop, j'avais du mal. J'avais du mal à bien comprendre ce qui se passait en classe après un cours, dans le sens où quand j'étais au lycée et que j'étais à l'école, je devais à chaque fois retravailler chez moi plus que les autres pour me mettre au même niveau que les autres. Parce que tout simplement, suivre un cours, avoir un prof juste qui m'explique les maths, j'arrivais pas à comprendre comme ça. J'avais besoin vraiment de faire des exos, avoir des exos plus pratiques. J'arrivais à mieux comprendre avec la pratique plutôt que la théorie. Donc du coup, dans mon cas, l'université, ça allait être trop compliqué pour moi. Donc du coup, j'avais hésité entre Epitech et l'école 42 parce que c'est des écoles qui proposent une pédagogie par groupe et par projet. Donc ça veut dire que tu apprends en faisant des projets. Et tes projets, tu les fais tout le temps en groupe. Et ça, c'est parfait parce que tu peux poser toutes tes questions aux gens qui sont dans ton groupe, on galère ensemble, on réfléchit tous ensemble. Et c'est comme ça que j'arrivais mieux à apprendre. Donc voilà, j'ai choisi une école où la pédagogie était différente de la pédagogie à l'université, au lycée, tout ça. Donc ouais, j'ai vraiment hésité. Finalement, j'ai choisi Epitech pour le diplôme parce que le diplôme d'Epitech était, je trouvais, un peu mieux que celui de l'école 42. Et l'école 42, surtout, ne te garantit pas que tu restes jusqu'au bout, hein. Tu peux arriver à l'école 42 et échouer des projets au bout de 2 mois et partir malheureusement, alors qu'Epitech, tu peux redoubler si vraiment ça se passe pas bien et en plus tu repayes pas ton année quand tu redoubles. T'as des rattrapages, t'as plein de choses qui font que c'est très compliqué d'échouer à Epitech. Il faut vraiment rien faire du tout pour échouer à Epitech, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai choisi mon école. Est-ce qu'il y a un concours d'entrée pour cette école? Pour Epitech, il n'y a pas du tout de concours d'entrée. Il y a un petit test de logique, juste pour voir si tu es assez logique pour faire du code. Donc, c'est des exos simples où tu as des séries de dominos, il faut finir la série. C'est vraiment de la logique, des petits jeux simples et un peu d'anglais, parce que malheureusement, informatique, tout est en anglais. Donc, il y a un test d'anglais. Et du coup, si tu réussis pas le test, ça ne te ferme pas les portes pour l'école, mais tu auras juste à faire des cours en plus que les autres.
Mais voilà. Et après, il y a du coup les écoles d'ingé en informatique qui, elles, peuvent s'intégrer donc du coup en post-bac. Il y en a une partie que tu peux intégrer en post-bac, donc il faut en fait chercher un peu sur Internet quelles sont ces écoles. Et depuis quelques années, il y a aussi une prépa maths informatique qui s'appelle MP2I, c'est très 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 récent. Il y en a encore très très peu parce que d'habitude on pense à maths sup, maths spé, donc les prépas maths physiques. Mais là, depuis 2, 3 ans, en fait, il y a la fameuse prépa maths informatique, justement. J'ai pas encore assez de recul dessus pour dire si c'est bien et tout ça. Mais donc, du coup, c'est une prépa qui va préparer justement aux écoles d'ingénieurs en informatique. Donc là, vous avez un peu le panel. Soit vous faites un cursus en passant par licence, master, info, maths info, à vous de voir. La partie où on passe du coup par une école d'informatique et ensuite une autre du coup en passant par une école d'ingénieur. Est-ce que l'Épithèque est une école diplômante? Est-ce que tu sors avec un diplôme particulier? Oui, évidemment. Donc, tu as ton bachelor déjà, donc tu peux avoir un diplôme bac+3. Et ensuite, tu as ton master et tu choisis ta spécialité. Donc, il y a plein de branches. Tu as l'IA, tu as la cybersécurité. Donc, de toute façon, ça, tu choisis au bout de ta 3e année, donc tu as 3 ans pour un peu découvrir tout et savoir ce que tu veux faire. Et oui, oui, donc sinon, c'est un diplôme. Après, pour être honnête avec vous, ça va pas être un diplôme d'ingé. En fait, dans la hiérarchie des diplômes, même si je sais que c'est pas très cool de faire ça, mais en entreprise, le meilleur diplôme pour avoir le meilleur salaire, c'est un diplôme d'ingé. En fait, quand vous arrivez en entreprise et que vous avez un diplôme d'ingé, c'est un plus, surtout dans les grosses entreprises. Mais les autres diplômes, donc un master classique, un bachelor ou quoi, vous allez aussi avoir votre salaire des développeurs, vous allez peut-être être un peu moins bien payé que votre collègue qui est diplômé d'une école d'ingé, quoi. Mais ça, c'est seulement dans les grosses structures. Après, les entreprises ne font pas de différence dans les salaires, sinon. C'est vraiment pour les grosses boîtes comme Google et tout, là, il y aura une différence. Donc oui, du coup, Younes, le diplôme, il est important si tu veux travailler dans une grosse entreprise. Si tu veux être à ton compte, il est moins important. Après, avec l'IA, il y a des nouveaux métiers qui arrivent sur le marché. Même si à Epitech, tu l'as dit, Brita, il y a une branche IA. J'imagine que ça évolue tellement vite qu'il va y avoir d'ici 6 mois encore des nouveaux métiers, et notamment le métier du prompt, c'est-à-dire poser la question correctement à la machine pour que l'IA réponde. Il y a ce métier-là qui se développe. Et peut-être que tu peux en toucher 2 mots, Brita, sur toi, ta vision du métier, comment il évolue. L'IA, c'est vraiment encore très nouveau. Donc, en tout cas, en France, il n'y a pas tant de métiers encore. Il n'y a pas encore tant de nouveaux métiers. Pour l'instant, tu as les développeurs qui font l'IA classique. Après, prompt ingénieur et tout ça, c'est plus aux États-Unis que c'est d'actualité. Mais ça va arriver en France peut-être dans 5 ans. Je sais pas, la France est toujours un peu plus en retard. Mais ça va arriver à un moment donné. Mais pas pour l'instant. Non, moi, je pense que ça va arriver plus tôt que ça, en fait. Parce que là, ça va vraiment- Parce que les entreprises, elles ont un peu du mal à se mettre à l'IA. Donc, non. Bah, tout dépend de l'entreprise. Si c'est une plus petite structure, peut-être qu'elle est plus agile, mais plus... Ouais, Ouais. c'est peut-être plus simple, ouais. Est-ce qu'on a des questions? Il y a beaucoup d'offres à la fin du cursus où c'est plutôt compétitif dans ce domaine. À la fin du cursus, tout dépend de ton école. Quand tu as une école qui a une bonne réputation, c'est un peu plus simple pour toi de trouver une entreprise. En fait, il y a beaucoup d'entreprises où c'est très probable que une grosse partie de l'équipe informatique vienne de la même école. Par exemple, moi, mon alternance, je l'avais trouvée et on m'avait pris plus facilement parce que le manager venait d'Epitech, par exemple. En fait, quand c'est de grosses écoles d'informatique, tu as plus de chances de retrouver des collègues ou des gens qui ont créé une entreprise qui viennent de ces écoles-là, donc ils auront plus de facilité à te prendre. Mais ça fait pas tout. Il y a vraiment les compétences que tu as.
Et là, c'est important d'avoir un portfolio. Donc, il te faut des projets que tu as fait, toi, de ton côté, que tu pourras montrer en entreprise. Voilà, dire que j'ai fait tel site internet, j'ai fait telle application, où vous pouvez me faire confiance et là, on va te recruter plus facilement. Par exemple, moi, la première année où je devais trouver un stage, je trouvais rien du tout parce que j'avais pas beaucoup de compétences, comme j'avais fait qu'1 an en école d'informatique et j'avais pas de projet perso. Entre-temps, j'ai créé mon application mobile, du coup. Et après, quand j'ai cherché une nouvelle alternance, c'était vraiment beaucoup plus simple. Limite, j'ai dû refuser des entreprises parce que beaucoup de gens voulaient me prendre parce que j'avais un projet en amont. Et en fait, quand tu as un projet, tu n'as rien à prouver. Enfin, la preuve que tu sais bosser, c'est ton projet. Donc, ils vont pas te casser la tête et ils vont limite pas regarder ton CV parce qu'ils vont voir que, ah oui, cette personne, elle a déjà fait une application, elle a déjà fait un site web, donc on la voit bien dans l'entreprise. Donc voilà. Bon, alors à partir de maintenant, on va plus répondre aux questions si c'est écrit. Vous levez la main, on veut entendre vos voix, s'il vous plaît. Je réponds plus aux questions, hein, donc c'est quoi ton... Non, Nadia répond plus. Neila, tu lèves la... Nélia, tu lèves la main, allez, et on veut t'entendre. Nélia. Du coup, tu lèves la main, Nélia? Comme ça, je t'ouvre le micro et tu peux poser ta question. Comme ça. Alors, pour lever la main, en fait, tout en bas de ton écran, tu vas avoir une main et tu... Voilà, super, génial. Et là, du coup, je peux activer ton micro, si j'y arrive. Demander... Vas-y, je te laisse parler. Hop, vas-y, je te laisse parler. Euh, Brita, c'est quoi ton application? C'est Perfect Spot. Perfect Spot. S-P-O-T. Perfect Spot. Ok, merci. Plus ça maintenant. Quand il y a des questions, vous levez la main. C'est plus interactif. Ok? Allez, go. Adèle, on t'écoute. Oui, bonsoir. Alors, c'est pas Adèle, c'est la maman. Attendez. Moi, je voulais savoir quelle était la différence entre une école d'ingénieur en informatique et, par exemple, Epitech, au-delà du salaire, hein. Au niveau des compétences, qu'est-ce que ça développe en plus? Alors, je peux te donner un exemple très rapide. Si tu me donnes un problème en mathématiques, tu vas avoir beaucoup de mal à le résoudre parce que j'ai pas fait de maths. J'ai pas fait de maths à Epitech pendant 5 ans. Enfin, la dernière fois que j'ai vraiment fait des maths, c'était au lycée. Pendant 5 ans, j'ai pas fait de maths. Donc là, forcément, euh, si tu me mets devant un problème de maths ou de sciences, je vais pas réussir. Quelqu'un qui a fait une école d'ingé va vraiment avoir un bon bagage mathématique. L'autre chose aussi, c'est que en école d'ingé, la pédagogie est vraiment différente. La manière d'apprendre l'informatique, ça va vraiment être des projets. On va te donner un projet, il faut que tu codes un site internet qui permet de réserver une chambre d'hôtel, par exemple. Donc du coup, si tu as fait une école d'informatique, si on te met dans une situation comme ça, il n'y aura pas de problème. C'est un problème récurrent que tu as vu pendant ta scolarité. Par contre, en école d'ingé, vu que en école d'ingé, tu es un peu plus occupé à faire des maths, des sciences et tout, tu vas avoir moins d'heures en informatique. Donc quand tu vas arriver en entreprise, pour tout ce qui est pratique, tout ce qui est de créer un site, créer quelque chose, tu vas avoir un peu plus de lacunes que quelqu'un qui a fait une école d'informatique. En fait, l'école informatique, ça va plutôt être de la pratique et l'école d'ingé, ça va plutôt être de la théorie. Donc ouais. Mais les deux se valent. Mais du coup, il n'y a pas d'école d'ingé en informatique? Qu'on dit, ah, ça reste large. Je pourrais pas le dire parce que j'ai plus le nez plongé dans les... Ici, il existe des écoles d'ingénieurs en informatique. Il en existe des post-bac. Et puis ensuite, si vous voulez, pardon, dans l'école d'ingénieur, des fois, il va y avoir aussi des spécialités qu'on ne trouvera pas forcément en école d'informatique. Par exemple, une des plus connues en école d'informatique en ingénieur, c'est Télécom Paris, où effectivement, il peut y avoir une partie un peu en fait d'informatique où en fait les gens ils codent et compagnie, mais il va y avoir aussi d'autres métiers là pour le coup où en fait derrière de très très gros codes
c'est ce que Britta disait, hein, derrière de très gros codes d'IA et compagnie. En général, on n'est pas sur du code type développement web classique. On va être sur enfin de la programmation, mais des programmations souvent qui vont nous demander aussi des modèles mathématiques qui vont être très poussés. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, il va y avoir à ce niveau-là, l'ingénieur va être, enfin voilà. Donc, C'est plus ça poussé, dépend en de fait, ce j'ai que... l'impression. C'est plus poussé, en fait. Ouais. Enfin, Pas forcément. En fait, ça dépend vraiment de toi, ce que tu fais après. En fait, je pense que ce qui fait vraiment la différence entre les deux, c'est que si tu fais une école d'informatique, tu feras que de l'informatique toute ta vie. Après, dans l'informatique, il y a plusieurs métiers. Donc, tu pourras, si jamais, à un moment donné, le développement mobile, ça te saoule, tu pourras faire un autre type de développement. Mais tu pourras pas passer d'un informaticien à un prof de maths, par exemple. Tandis que si tu as fait une école d'ingé, ça va être plus possible vraiment de changer de carrière. Donc, donc voilà. Ok, parfait. Merci beaucoup. de rien. De rien. Du coup, Younes, on t'écoute. Alors, bonjour, désolé. Je vais vous dire, alors ça veut dire que il y aura qu'une filière pour la technologie, c'est-à-dire on ne pourra pas passer à d'autres. Il y aura mathématiques et SVT, c'est-à-dire on pourra pas passer. Je sais pas comment on le dit. Je veux dire, pour le bac, tu pourras Oui. pas prendre l'aspect informatique. Déjà si on, oui, voilà, déjà si on a le truc de technologie, on ne fera que technologie. Après le bac ou là, quand tu vas passer le bac? Après le bac, après le bac. Ah, après le bac. Bah, du coup, non, si tu fais une école d'ingé, tu auras toutes les matières comme au lycée. T'auras encore C'est-à-dire qu'on aura la filière générale. Ouais, pour une école d'ingé, franchement, je sais pas trop comment ça marche maintenant, les filières, mais du coup, moi, quand j'étais au lycée, le mieux, c'était de faire une filière scientifique. Parce que dans la filière scientifique, tu avais l'anglais, les maths et tout ça, tu avais vraiment un peu de tout, avec des maths plus poussées, des sciences plus poussées. Bah, aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation, mais clairement, quand on veut se tourner vers soit de l'ingé, soit de la tech, il faut faire les maths, hein. Il faut prendre maths, parce que là, ils nous disent dans le cadre de Parcoursup on peut piocher certaines matières, mais clairement, il faut faire au moins physique, maths et SVT, en fait. Et en fait, c'est qu'aujourd'hui, Oui, bien sûr. même, les métiers de la tech, c'est très large. C'est-à-dire que tu as même aujourd'hui la possibilité de faire de la tech avec des choses en no-code. C'est-à-dire, il y a des gens, en fait, si tu veux, même sans coder, ils peuvent faire de la tech. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu as la tech plus la maîtrise des mathématiques, tu as la possibilité, en fait, de viser à des métiers qui vont être, enfin, c'est terrible ce que je dis, hein, mais voilà, tu vas pouvoir, en fait, viser à des métiers qui vont être avec des, comment dire, avec des responsabilités et compagnie qui vont être plus importantes. Donc, plus tu vas viser en fait des responsabilités, plus le salaire il va également suivre. Donc, c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui même auprès des femmes, des filles, quand on leur dit les métiers de la tech, c'est accessible et c'est complètement accessible, il faut aussi derrière accentuer sur le fait que, même pour les filles, enfin pour tout le monde, hein, l'objectif, c'est aussi de gagner, on va dire, en importance sociale. C'est ça aussi qui est important. Avoir le pouvoir aussi de pouvoir exprimer et compagnie. Et donc, du coup, plus tu vas avoir des postes à responsabilité, eh bien, plus, donc, du coup, tu vas avoir un salaire important et donc, plus ta place pourra être peut-être importante dans une entreprise. Et donc, tech plus maths, ça te permet aussi, on va dire, d'aller à ces métiers à responsabilité plus haut, bien sûr. Et Ça veut dire que la technologie, c'est la meilleure filière pour gagner plus d'argent et avoir un bon salaire. Bah, ça se joue pas avec tes matières du bac. Ça se joue à plutôt ce que tu vas faire après le bac. Par contre, en fait, les filières que tu vas choisir au lycée, c'est plutôt des marches d'escalier pour arriver plus facilement à ce que tu veux faire après le bac. Dans le sens où si tu sais que tu veux faire une école d'ingé, c'est se mettre des bâtons dans les roues si tu prends pas les mathématiques, la science, quoi, tu vois. Ah, d'accord, merci. De rien. Et choisissez pas forcément vos métiers. Là, c'est Amina qui parle. Choisissez pas forcément vos métiers uniquement
par rapport au salaire, même si le salaire, c'est super important. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais que vous êtes à un âge où ce qui va vous intéresser, c'est de savoir combien vous allez gagner. Mais la réalité, c'est que quand vous entrez dans la vie professionnelle, une carrière, ça peut durer très, très, très longtemps. Donc finalement, je pense que pour moi, le luxe dans la vie, c'est d'avoir un métier où on gagne sa vie, ça c'est sûr, mais surtout un métier que vous allez kiffer. Un métier, en fait, quand vous allez vous lever le matin, vous n'allez pas le voir comme une contrainte. Parce que dites-vous que c'est pas que, enfin, l'école, déjà, vous trouvez que c'est long, mais ça dure très peu de temps dans votre vie, hein. Alors, votre carrière professionnelle, je vous en parle pas. Donc, vraiment, choisissez un métier qui va vous faire kiffer. C'est vraiment le. Vous faire lever le matin. Il faut Donc, vivre ça. sa passion. Ouais. Et là, c'est vraiment une matière qui est en pleine évolution en permanence, donc on apprend tout le temps. Et Britta, elle en est vraiment le témoin, parce que du haut de ses 23 ans, elle apprend tous les jours. Tous les jours. Et là, je suis déjà très contente à 23 ans de vivre en fait de ma passion qui est de faire des applis mobiles. Pour moi, c'est un plaisir tous les jours de voir que des gens utilisent sur leur téléphone des applications que j'ai codées et que je vois que mes applications aident ces personnes à avoir un quotidien plus simple, plus facile, même juste s'amuser un moment dans leur journée grâce à mon appli. Ça me fait plaisir et du coup, tous les jours, j'ai l'impression de pas travailler en fait parce que je fais ce que j'aime et c'est l'importance. Du coup, Achour, je te laisse poser ta question. Oui, je vais te demander, c'est quoi qu'elle a fait comme application? Ok. Du coup, j'avais déjà répondu juste avant, mais tu n'avais pas dû entendre. C'est Perfect Spot. C'est une application pour trouver des restaurants sur Paris. Donc, pour l'instant, c'est que sur Paris. Et en fait, tu as une IA qui te pose des questions sur ta personnalité. Et à la fin du questionnaire, ça te trouve le restaurant parfait pour toi, tes copains, ta petite copine, si tu en as une. Et voilà. Merci. De rien. Du coup, on continue. Younes, on va te laisser poser la question. C'est bon, je voulais juste savoir comment ça s'écrit. J'ai les mis dans le chat. Ouais. Bah, merci. Ah, laisse un petit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Du coup, on peut passer à la suite. Ouais, on va passer à la suite. Alors, Touria, je pense que tu as une question à poser, mais en fait, faut pas poser dans le chat. Il y a un petit point, il y a tout en bas sur ton écran, tu as levé la main. Donc, tu essayes de lever la main. Sinon, j'essaye d'activer ton micro. On va t'écouter. Je vais essayer de te trouver, Touria. Du coup, je te laisse essayer de trouver. Moi, je te cherche. Non, je te trouve pas dans ma liste. Najat, je te laisse poser ta question. Je t'écoute, Najat. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette présentation. Et je voulais te demander, Britta, ça a pris combien de temps pour faire ton application? Alors, mon application, sachant que j'avais déjà en amont 1 an d'école d'informatique quand je l'ai créée, donc c'était un peu plus simple, même si moi, j'y connaissais rien en développement mobile. Quand j'avais fait mes 1 an à Epitech, on n'avait pas du tout touché à cette branche de la tech. Ça m'a pris, pour faire une appli pas trop jolie au début et très simple, ça m'a pris 4 mois. D'accord. Non, avec l'expérience que j'ai après mon bac plus 5, pour refaire cette appli, si je devrais la refaire, ça me prendrait 2 mois, pas plus. Et encore. Wow. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Question de Achour. Oui, je voulais te demander, est-ce que le bac STI2D, est-ce qu'il faut faire est-ce que on peut devenir ingénieur en informatique avec ce bac? Ouais, STI2D, ouais. Si tu fais une école d'ingé, tu vas peut-être pas voir les maths de manière plus poussée en STI2D que si t'avais une filière scientifique. Ça fait une générale ou... Ouais, voilà, c'est ça. Si tu fais une générale, je pense que ça va être plus simple pour toi, l'école d'ingé. Parce que STI2D, il me semble que c'est ça, STI2D, hein. Ouais, je dis ça. Technique, en fait. Donc,
au niveau des maths, et je pense qu'en plus, tu n'auras même pas de physique-chimie et tout, tu vas être un peu plus perdu en école d'ingé. Par contre, tu pourras faire plutôt une école d'informatique, mais pas une école d'ingé. Mais en sortant d'une école d'informatique, tu ne seras pas ingénieur en informatique, il faut faire attention. Tu seras informaticien. C'est différent. Ok, merci. De rien. Du coup, juste une question, les élèves, les parents, est-ce que ça vous intéresse, vous me dites, vous pourrez répondre oui. C'est-à-dire qu'on avait proposé du coup à Brita de montrer un petit peu l'arrière des coulisses quand elle travaille, quand elle fait son application, de voir un peu ce qui se cache derrière son application, ensuite pour avoir ce que vous avez vous en front, quoi, en frontal. Du coup, est-ce que ça vous intéresse de voir l'envers du décor ou pas? Vous pouvez répondre en commentaire oui ou non, comme ça on voit qui veut voir un petit peu. Oui, ça m'intéresse. Oui. Bon, c'est plutôt un oui, j'ai l'impression. Donc du coup, Greta, on te laisse la main pour essayer de nous montrer de où tu pars et où est-ce que tu arrives. Ça marche. Je vais faire un partage d'écran du coup. Hop. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, moi je le vois. Peut-être si vous effraie un peu. Alors, grossièrement, voici comment je travaille. Donc, je vais avoir Visual Studio Code. Donc, c'est cette fenêtre que vous voyez là. C'est là où je vais coder. Et ensuite, pour voir à quoi ressemble ce que je code, j'ai un petit iPhone, donc c'est un faux iPhone, un simulator, où je vois ce que j'ai codé. Donc, c'est là que je peux voir si j'ai fait une erreur, ce que ça donne, si les couleurs rentrent bien et tout. Je peux aussi brancher mon téléphone pour voir ce que ça donne avant d'envoyer mon application à Apple et Google pour qu'ils m'autorisent à la mettre dans l'App Store ou dans le Google Play. Du coup, j'ai un aperçu ici. Donc, grossièrement, quand je code, je vais juste en fait noter ce que j'aimerais ajouter. Donc, par exemple, si je veux rajouter du texte, je vais juste écrire texte avec entre parenthèses le texte que je veux afficher. C'est vraiment super simple. Franchement, cette partie du code, c'est une partie simple qui est compréhensible par tout le monde. Par exemple, là, si je vais dans mon profil, ici, c'est là où j'affiche le nom de l'utilisateur. Donc là, Breta Y. Et je vais venir changer ça. Hop. Et je vais écrire, par exemple, bonjour, en gros caractères. Hop, et là, ça a changé. Donc, c'est vraiment immédiat. Donc, c'est vraiment là que je vais réfléchir à ce que je veux afficher et comment je vais afficher les choses. Donc là, c'est la partie vraiment cool du code, vraiment simple, et c'est surtout ce qui va être le plus demandé en entreprise. Si vous faites du développement mobile, c'est pouvoir afficher des choses joliment sur un téléphone. Donc voilà, et en fait, ici, c'est là où j'ai tous mes fichiers. Donc chaque fichier correspond à un écran de mon application. Par exemple, Home, là, je vais avoir le code qui est relié à ma page Home. Profil, hop, je vais avoir le code qui est relié à ma page profil. Ensuite, mon application, c'est une application qui te fait du coup découvrir des restaurants. Mais du coup, je vais aussi avoir une page où j'ai les détails de mes petits restaurants, où j'affiche le nom, les images et tout ça. Et en fait, comme je l'avais dit tout à l'heure, ce code que j'écris, donc quand j'écris du texte, quand je choisis la couleur du texte, par exemple là, hop, si je veux changer mes couleurs de texte et tout ça, ça va se passer ici. Et en fait, ce code-là va être converti en binaire, donc en 0 et en 1. Et c'est comme ça que la machine va comprendre et va pouvoir réafficher ce que je lui demande. Donc tout ce code-là, une fois que c'est fini, et que le résultat que je veux, et que je veux que mon application soit en public, je vais tout simplement l'envoyer à Apple et Google, et une personne de leur équipe va venir tester mon appli pour voir si tout va bien, si je respecte bien les règles que demandent Apple et Google. Par exemple, ils ont des règles comme il ne faut pas que l'application bug, il ne faut pas qu'il y ait de gros mots, de choses vulgaires. Il faut que les textes soient assez grands pour que les personnes avec des problèmes de vue puissent lire, tout plein de choses comme ça. Et une fois que j'ai validé
toutes les conditions qui demandent. Au bout de quelques jours, mon application est dans les stores. Donc voilà, ce qu'on va vraiment... en tout cas, si vous faites le métier de développeur mobile, ça va être votre travail de tous les jours. Ouvrir vos fichiers, noter, en fait, coder ce que vous voulez retranscrire sur votre iPhone, avoir un petit iPhone sur le côté et voir à chaque fois ce que ça donne et tout ça. Et moi, ce que j'aime bien, en fait, dans l'étape de développement mobile, c'est vraiment le fait de pouvoir imaginer un design et le retranscrire ensuite dans la réalité. Et maintenant, en fait, avec les logiciels, c'est vraiment plus simple. Par exemple, si je veux changer la couleur, hop, là, le bouton, il a changé de couleur. Si je veux le mettre en vert, par exemple, hop. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du front-end, du coup. Voilà, du coup, ça va plutôt être du front-end. Mais en fait, quand on est développeur mobile, c'est le seul métier où malheureusement, donc j'ai un peu de faire les deux, un peu de front-end et un peu de back-end. Par exemple, moi, dans mon application, j'ai un algorithme qui me recommande des restaurants selon ma personnalité. Et là, du coup, on n'est plus du tout sur du front-end, on va être sur de l'algorithmie. Donc, l'algorithmie, c'est là que c'est un peu plus technique, où je vais vraiment voir, par exemple, ce que la personne aime, ce qu'elle n'aime pas, et en fonction de ça, je vais pouvoir lui recommander le bon resto. Et en fait, pour recommander le bon resto, je dois analyser si le restaurant est calme, par exemple, si il est spacieux, s'il est joli, si la nourriture est halal, vegan, plein de trucs comme ça. Et en fait, c'est là que tout se joue. Et malheureusement, l'algorithmie, c'est là qu'il faut avoir une bonne logique. Et c'est là où, si t'as pas fait de maths, tu vas un peu plus galérer, ça va être un peu plus compliqué. Parce que c'est beaucoup de if, de égal. Est-ce que ça, c'est supérieur à ça? Est-ce que du coup, je dois recommander ça alors que plutôt ce restaurant-là, il correspond plus aux critères de la personne? Et là, c'est pas des maths à proprement parler, mais c'est de la logique. Et c'est pour ça que c'est mieux d'être bon en maths pour avoir cette logique. Donc, Britta, tu vis de ton activité, enfin de cette appli et de ton activité en général? mon activité principale, du coup, c'est de créer des applications pour des entreprises. Et du coup, c'est mon métier, donc je vis de ça. Donc, j'ai pas de salaire fixe, mais je suis payée aux applications que je code, du coup, pour des entrepreneurs. Et pour cette application, je vis pas entièrement de ça, mais j'ai un revenu grâce à ça, parce qu'elle est encore jeune, on va dire. Mais en toute transparence, du coup, les restaurants me payent un abonnement chaque mois ou de manière annuelle pour qu'ils soient un peu plus mis en valeur que les autres. Par exemple, le Café Fino, je vais plus le recommander que les autres restaurants parce qu'ils me payent un abonnement chaque mois. Mais si je veux vraiment vivre uniquement de ça, il faut vraiment beaucoup de restaurants qui me payent un abonnement. Et là, tout va se jouer dans la communication, le marketing et tout ça, c'est pas mon métier. Donc, en ce moment, je me forme dedans. Voilà. On apprend tous les jours. Du coup, Younes, tu peux poser ta question, je pense. Est-ce que vous pouvez me traduire, ou est-ce que vous pouvez faire l'inverse? C'est-à-dire me traduire ce que dit l'ordinateur sur votre iPhone, on va dire. En fait, ça va que dans un sens. C'est toi qui dis à l'ordinateur ce qu'il doit afficher. C'est pas l'ordinateur ne te demande pas d'afficher des choses. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Bah oui, c'est elle qui l'a écrit. C'est pas l'ordinateur, il parle que en 0 et 1. Tu vas jamais voir ce que l'ordinateur dit. Tout ça, ça se passe à l'intérieur de lui, voilà. La seule chose que l'ordinateur peut me communiquer, c'est s'il y a des bugs. Tu vois, par exemple, là, j'ai un overflow de 31 pixels, donc ça veut dire que j'ai un bouton qui est un peu trop sur le côté, un peu trop à droite, tu vois, c'est en anglais, d'où l'intérêt de bien bosser en anglais. Et du coup, il me dit juste que j'ai une erreur. C'est la seule chose qui me communique. Est-ce que vous pouvez le traduire en français? Ça veut dire, grâce à l'IA, est-ce que vous pouvez me le traduire en français? Ouais. Bah, oui, tu peux utiliser Google Traduction et tout ça quand tu vois une erreur, mais ça va te prendre plus de temps si tu es en entreprise et que tu as des erreurs et qu'à chaque fois tu dois faire des allers-retours sur Google Traduction et tout, tu vas perdre du temps. Donc c'est mieux de savoir, de traduire ça de toi-même. En fait, Younes, si tu veux, le code,
c'est justement le langage entre l'humain et l'ordinateur, pour faire simple. Ça, voilà, Que, parce que si tu veux, Brita, nous, on vit dans un monde, d'accord? Et dans un monde où on dit bonjour, enfin, où tu vois, tu as ça sur ton écran. Le problème, c'est qu'il faut demander à l'ordinateur de te produire ça. Et donc, la seule manière de faire, tu peux pas lui dire bonjour, je veux que tu me fasses une application avec du jaune rose devant. Enfin, tu peux pas lui parler en français, tu vois. Et donc, du coup, c'est là où le code va avoir son importance. C'est-à-dire que Brita parle français, elle sait ce qu'elle veut, ou anglais ou n'importe quoi, c'est ce qu'elle veut. Et donc, du coup, elle va expliquer à l'ordinateur comment, en fait, le reproduire. Et donc, c'est ça, ce langage. C'est-à-dire que ce que tu vois écrit, parce que toi, je pense que tu as déjà vu ça quand tu ouvres des fois une page sur Internet et tout ça, en touchant un peu sur les boutons, ça sort. Mais là, c'est Brita, en fait, qui a écrit ça pour que, du coup, l'ordinateur comprenne, en fait, son langage courant. Ça marche? En fait, je pose cette question parce que j'ai une éval en technologie et en faire ça et j'ai peur. Alors, heureusement qu'il y a ça. Ben, merci. De rien. Mais c'est pas évident, c'est-à-dire qu'on a du mal à croire, moi, quand j'avais ton âge et que je voyais ça, je pensais qu'effectivement, c'était généré automatiquement. Mais non, c'est pas en fait, magique, pas magique. C'est de l'écriture informatique, ouais. Mais tu et vas là où l'IA aujourd'hui, elle a un peu son importance aussi, c'est qu'on a découvert, enfin moi en touchant un peu, que maintenant, faut quand même savoir coder, mais ChatGPT commence aussi à générer un petit peu de code. Mais il y a forcément des bugs dans le code de ChatGPT, donc il faut quand même comprendre derrière pour comprendre les bugs. Mais je pense que c'est intéressant, si vous savez pas coder encore, de voir un petit peu comment ça fonctionne en demandant à ChatGPT de vous faire des petits codes, vous de les essayer sur un truc, de le générer et de voir ce que ça donne. Et comprendre au fur et à mesure comment ça peut fonctionner. Merci. Ouais, il explique. Même moi, encore aujourd'hui, il me prend plein de trucs. Ça, Incroyable. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on arrive un peu à la fin. Non. Est-ce que tout est clair pour tout le monde? Est-ce que ça vous a plu? Moi, j'aurais une dernière question à poser à Brita, mais peut-être que Béatrice va la poser pour clôturer. Non, vas-y, Amina, si tu peux poser. Bon, alors c'est la fameuse question avec laquelle on termine nos conférences métiers. C'est du coup, Brita, si tu as un conseil à donner aux élèves, que ce soit un conseil ou pour la tech ou un conseil de manière générale aujourd'hui, ce serait lequel? Je pense que ce serait d'être curieux sans se mettre des barrières. Dans le sens où, par exemple, si vous avez un jeu vidéo que vous aimez bien, essayez de comprendre ce qui se passe quand j'appuie sur ce bouton, essayez de vous renseigner, ok, sur Google, comment ils ont créé ce personnage et tout. Moi, par exemple, il y a un jeu, il m'a toujours un peu intrigué, c'est les Sims. Je pense que vous connaissez, il est pas si vieux, le jeu. Et j'ai toujours voulu savoir, mais comment ils font pour créer des personnages et tout. Et en fait, je me suis renseignée, c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à kiffer la tech. Et maintenant, même dans mon application Perfect Squad, si vous la testez, vous allez voir que vous pouvez créer des personnages et tout. Mais ça, je l'ai appris parce que moi-même, je me suis intéressée et je me suis posé des questions en jouant au 6. Et en fait, si vous aussi, vous voulez créer vos projets, vous voulez commencer la tech, l'informatique, c'est de vous intéresser sur ce qui existe déjà et aller plus loin. Genre, par exemple, quand vous voyez un site web, ne vous dites pas juste « Ok, bon, bah là, c'est YouTube, très bien, je vais regarder mes vidéos ». Essayez de voir « Ok, là, il y a quoi dans le lien? Là, il y a quoi quand c'est comme ça? Quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe ?» Et voilà. Super, j'aime beaucoup ton petit conseil. J'aime. Rester curieux et Ouais, c'est trop important. C'est ce qui va vous faire la différence quand vous allez pouvoir trouver du travail. Le fait d'être curieux, vous allez avoir des compétences dans plein de domaines. On va vous poser une question sur l'IA. Ah bah, comme vous avez été curieux en amont, vous allez pouvoir répondre. Et c'est ce qui fait la différence. C'est vraiment la curiosité. bah, top. Bien, merci, merci beaucoup. C'est très important ce que tu viens de dire. Merci. Du coup, voilà, on va finir rapidement avec les petites dernières questions de la fin. Ce sera les petites dernières, d'accord? Ilyes Achour, peut-être connu. Tu poses ta question? Oui, en fait, je voulais poser une question. Par exemple, si quelqu'un qui a envie de faire un jeu vidéo, bah, il doit aussi designer. Je dirais pas que l'informatique. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais il y a plein de métiers dans la tech qui sont pas forcément du dev, du développement. Donc, tu as les designers, tu as les graphistes 3D, tu as énormément de métiers.
Par exemple, un jeu vidéo, c'est très complet. Dans un jeu vidéo, tu as de la musique, tu as des personnages, tu as du design, tu as de la 3D et tu as le développement derrière, les scripts et tout ça. Et donc, du coup, pour un jeu vidéo, il faut une grosse équipe. Mais toi, par exemple, si tu veux créer un petit jeu vidéo, t'as pas besoin d'avoir une grosse équipe. Tu peux être tout seul et créer ton jeu. Et c'est à toi, en fait, justement, d'être curieux et de ne pas juste te dire, OK, je suis développeur, je fais rien d'autre. Non, et que tu dises, bon, bah, si je veux que mon jeu vidéo soit joli, faut que j'apprenne un peu comment ça se passe, le design. Donc, je vais aller regarder un tuto sur YouTube sur comment faire un monstre en 3D. Tu vas pas t'en sortir si tu fais juste du développement et que tu t'intéresses pas aux autres trucs. Oui, et aussi, j'avais une deuxième question. Par exemple, genre si on crée un site normal, il y a besoin aussi d'une équipe. Tout dépend de la complexité de ton site, hein. Par exemple, dans mon application, je suis toute seule. Personne m'a aidée et c'est parce que j'ai été curieuse et j'ai cherché comment faire un peu de design, comment coder ça. Enfin, t'as jamais besoin d'équipe si ton projet reste faisable à une personne. Et si tu veux faire un site internet, aujourd'hui, si tu veux commencer dès aujourd'hui, tu peux le faire tout seul. T'as pas besoin des autres. Tu auras besoin des autres quand tu auras déjà un petit site et que tu vas vouloir en faire quelque chose de plus gros, tu vois. Moi, demain, si mon application, je veux que ce soit la première au top mondial, j'aurais besoin d'une équipe. Mais pour l'instant, mon application, comme elle me convient, donc j'ai juste besoin d'être toute seule. Et ça va être pareil pour toi. Mais du coup, mais en fait, du coup, ça veut dire que il y a des sites où on peut apprendre. Ouais, tu peux tout apprendre, que ce soit le code. Est-ce qu'il y a des sites pour apprendre? Ouais, Oui. ah ouais, c'est ça. T'as, je sais plus comment il s'appelle ce site, mais c'est Open Classroom. Open Classroom, c'est un très bon site qui peut t'apprendre des bases, mais t'en as plein. T'as aussi les tutos YouTube. Moi, je marche mieux avec les tutos YouTube parce que j'aime bien quand c'est quelqu'un qui parle et qui m'explique. Donc, moi, par exemple, j'aime bien apprendre sur YouTube. Tu tapes juste comment créer un site web et tu auras des tutos en français, forcément. Oui. Ouais. Et du coup, on va arriver à la fin de notre petite conférence métier. Comme on vous l'a dit souvent, il y en aura d'autres, d'accord? Donc là, la dernière fois, on avait fait sur les écoles d'ingénieurs. Là, on a fait donc sur le développement web. Béatrice nous concocte un super programme pour les prochaines conférences métiers. Du coup, si vous ne nous suivez pas encore sur les réseaux sociaux, vous pouvez y avoir accès. Enfin, vous pouvez en fait avoir les informations soit donc sur les réseaux sociaux de Défi Alpha ou bien donc de Béatrice qui s'appelle donc Trouve ton talent, d'accord? Surtout, allez jeter un œil, je vous le note là, Trouve. Et si vous vous intéressez à Brita, j'ai interviewé Brita sur mon podcast. Vous pourrez l'écouter. Il y a une vingtaine de minutes où j'interviewe vraiment Brita sur sur son parcours et ce qui l'anime dans son métier. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus. Voilà, là, on a beaucoup insisté sur les filières, sur tout ça, puisque c'est ce qui vous concerne le plus actuellement. Et si vous voulez découvrir un peu plus Brita, il y a mon podcast voilà, sur Trouve ton talent avec Brita Yaro. Donc voilà. Avoir un... Et surtout, voilà. Donc, continuez d'avoir les informations. Essayez de participer à toutes les conférences métiers, même si ce n'est pas des métiers qui vous intéressent à prime abord. Vous ne savez pas. Tant que vous n'avez pas discuté avec des gens dont c'est le métier, vous ne pouvez pas savoir si vous aimez ou si vous n'aimez pas. OK? Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je vous remercie beaucoup. Et voilà, n'hésitez pas, même sur nos réseaux, à nous dire c'était cool, c'était bien. Enfin, voilà, même nous, ça nous aide à être motivés à continuer de le faire. D'accord? On remercie énormément Brita. Oui, merci beaucoup Brita. Et aussi, je voulais rajouter, Amina, si vous souhaitez certains métiers spécifiquement, voilà, n'hésitez pas aussi à nous le faire savoir, parce que voilà, autant que on réponde au mieux à vos demandes. Et je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes. Et donc aujourd'hui, c'est la fin du trimestre. Donc reposez-vous tous bien et on vous dit à l'année prochaine. Excusez-moi, Oui. désolée de vous interrompre. Je veux dire, est-ce qu'il y aura des autres interviews, on va dire, des autres Oui. réunions comme ça? Oui, tout à fait. Ah, bah, Prochaine. merci. Je me suis sur les réseaux, Younes, ou pas? Je ne sais pas, ça me perd des fois.
Et soit sur DSI Alpha, soit sur Trouve ton talent, et c'est là où on va mettre toutes les informations à chaque fois quand il y a des conférences métiers. D'accord? D'accord, merci. Merci, Allez, Brita Yaro. Merci. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Bonne soirée. Au revoir, merci. Bonnes vacances. Merci. merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.